Les podcasts du Figaro. Les livres consacrés à Clint Eastwood diffèrent sur de nombreux détails de sa biographie. Témoignages, analyses et documents se contredisent. Mais tout le monde s'accorde sur l'événement qu'a été sa naissance au St. Francis Memorial Hospital de San Francisco, le 31 mai 1930. Il pèse 5,2 kg. Sa mère admire qu'il soit tellement grand. Les infirmières se le passent en lui faisant des mamours. Elles le montrent aux autres mamans. Elles l'appellent Samson, en référence à ce personnage de la Bible à la taille colossale et à la force extraordinaire. À l'époque, les mères restent 2 semaines à la maternité. Le dernier jour, on leur apprend à s'occuper de leur enfant, le laver, le changer. Naturellement, c'est Samson, Clinton Eastwood, qui est choisi pour la démonstration. Il est lavé, talqué, pouponné par un essaim de jeune femme admirative et douce qui le mange de baisers. En échange, il n'a rien d'autre à faire que d'être grand, beau et de sourire. And the Oscar goes to Clint Eastwood for $1 Million Baby. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu iras. C'est quelqu'un qui est allergique au politiquement correct. When we first met, I didn't speak any Italian. He didn't speak any English. Et puis ils vous mettent d'humeur adéquate. Acariâtre. Toi, tu creuses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré à Clint Eastwood. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. D'où vient celui qui sera propulsé au sommet du box-office dès ses premiers westerns ? Quelle a été sa première fois à Hollywood ? Sa première fois comme acteur, comme réalisateur, puis comme maire d'une petite ville de Californie ? D'où vient cet appétit dévorant ? Les ancêtres de Clint sont de purs Américains venus d'Europe, principalement d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, dès le XVIIe siècle. Ils se sont appliqués à travailler sur le tas pour s'élever, plutôt que de suivre de longues études, comme Clint. Du côté de son père, ce sont des gens qui ont fait leur pelote comme propriétaires de chariots. Certains sont restés dans l'Est, d'autres ont pris la route de l'Ouest, ont connu des hauts et des bas. Certains ont fait de la politique, là aussi comme Clint. Du côté de sa mère, on trouve des amateurs de musique et de comédie, des gens économes et de grande taille, des gens industrieux et consciencieux qui faisaient leur travail au moment opportun. Et encore une fois, comme Clint. Son père, Clinton Eastwood Sr. et sa mère, Margaret Ruth Runner, se sont connus au lycée de Piedmont, dans la banlieue aisée d'Oakland, ville ouvrière située en face de San Francisco de l'autre côté de la baie. Ils se sont installés dans une petite maison avant d'itinérer au gré des emplois du père. Son arbre généalogique est une espèce de condensé assez haut en couleur du rêve américain. Des cow-boys plus que des cavaleurs. Mais nulle trace de la fureur génésique qui va habiter l'acteur, réalisateur, producteur. En janvier 1949, après une scolarité marquée par un renvoi, de nombreuses sorties entre les potes, la bière et les filles, Clint décroche l'équivalent du baccalauréat à 19 ans. Il est embauché dans une usine de cellulose de l'Oregon, où il tire de l'eau les troncs d'arbres pour les placer sur la chaîne de sciage. Il enchaîne sur de petits boulots, puis bénéficie à l'été 1950 d'une formation de maître nageur. Mais la guerre de Corée fait rage. Et l'Amérique a besoin de 30 000 conscrits. Clint rallie Fort Ord, un camp militaire à moins de 200 km au sud de San Francisco. Au lieu de partir pour l'Asie comme ses camarades moins chanceux, il postule pour enseigner la natation à l'université locale et y passe son temps de guerre. L'armée lui fait du bien. Clint apprend à s'occuper d'un groupe, à commander, à expliquer. Au printemps 1953, il est démobilisé. Le beau maître nageur de 23 ans enseigne désormais la natation sur le lac Washington, près de Seattle, chez ses parents. Il est toujours suivi par un essaim de jeunes filles. L'une d'elles tombe enceinte. Les parents sont contre et donnent de l'argent pour qu'elle avorte. Clint part alors à Los Angeles, s'inscrit au City College en section commerce et travaille la nuit dans une station-service. Cet exil est une nouvelle chance. Il retrouve Margaret Johnson, une mannequin pour une marque de bikini qu'il a rencontrée il y a quelques mois. Elle est charmante. Il l'épouse une semaine avant Noël. Pour améliorer ses fins de mois, le jeune homme lorgne vers Hollywood. Les studios, en crise à cause du boom de la télévision, recrutent des jeunes à bon marché. Une blonde, dit-on, repère le mètre 95 et le sourire de Clint.
Elle parle de lui au réalisateur Arthur Lubin et Clint signe son premier contrat dans le cinéma. 20 semaines garanties, 26 possibles, à $100 la semaine et les cours dramatiques du studio en prime. Parents et beaux-parents sont catastrophés. Même Maggie s'interroge. Clint, l'éternel fumiste, est enfin devenu sérieux. Il ne sait rien faire, ni chanter, ni danser, ni jouer d'un instrument, ni même monter à cheval malgré ses origines, mais il est toujours présent et volontaire pour tout. Il rend service, il apprend, il observe les acteurs, les techniciens, s'entend avec tous et travaille d'arrache-pied. Même son professeur de diction note ses progrès. Il sourit, il a trouvé son truc. Clint fait des doublages, des voix de fond, des utilités. Il reste calme, impénétrable, souriant. Comme il bute sur les mots, les scénaristes rajoutent des hésitations pour coller à sa diction. En fait, c'est surtout Maggie qui ramène de l'argent à la maison grâce au mannequinat. Il loue un logement à la Villa Sands, une résidence sur Art Drive, non loin des studios d'Universal. Le surf et le farniente l'occupent, faute de rôle. Dans le fond, il s'ennuie. Selon certains de ses professeurs, Clint ne joue bien que la colère. Et un jour, il ne joue plus. En sortie avec ses copains, il se déchaîne dans des bagarres. D'autres fois, on le retrouve noué, roulé en boule. Il étouffe la nuit. Il veut abandonner ce métier qui n'en est pas un. Puis, en 1958, on lui propose Rawhide, cuir brut en anglais, la matière du fouet des cow-boys. C'est une série sur la transhumance. À l'origine, il a le deuxième rôle, mais il prend la vedette. Il met son jeu au point, fait parler de lui et connaît enfin l'aisance financière. Seule la reconnaissance lui manque. C'est aussi en incarnant son rôle de garçon vaché qu'il goûte au plaisir de manier la caméra et que peut-être se révèle sa vocation de réalisateur. Ce n'est qu'en 1964 qu'il signe enfin un premier rôle, 10 ans après ses débuts. Mais il ne se fait pas d'illusions. C'est un western européen à petit budget sur un scénario imité de Kurosawa. Rien d'incroyable à première vue. Quant au réalisateur, il a tourné 2 péplums en tout et pour tout. Il s'appelle Sergio Leone, un parfait inconnu venu d'Italie. Mais quelque chose dans le script plaît à Clint et à Maggie, dont il suit souvent la vie. Il en est persuadé, jamais ce nanar ne sera diffusé hors d'Italie. Aucun risque pour son image. Ça fera toujours un peu d'argent, $13 500 pour le film, plus $400 de défraiement par jour de tournage, et ce sera aussi l'occasion de découvrir l'Europe. Sergio Leone, il aurait voulu plutôt Henry Fonda, James Coburn et même Charles Bronson. Donc voilà. Donc évidemment, quand on lui propose Clint Eastwood, un type qui joue dans des feuilletons, même pas le premier rôle, il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Olivier Delcroix, rédacteur en chef au Figaro. Alors on lui a quand même envoyé un espèce d'épisode pilote, voilà. Donc en fait il le regarde quand même vaguement. Et puis avant de sortir de la salle, alors qu'il est vraiment en train de se dire bon ça sert à rien. Il remarque la façon dont Eastwood descend d'une diligence. Et là, c'est le miracle. Il se dit, ah oui, là, il se passe quelque chose. Leone se dit, oh, j'aime cette nonchalance. J'aime cette indolence de ce jeune homme, ce jeune acteur. Ça, je peux en faire quelque chose. Le 13 mars 1964, Clint atterrit à l'aéroport de Rome. Un groupe l'attend sur le tarmac. Il tend la main à celui qu'il croit être Sergio Leone. En réalité, c'est son assistant. Le réalisateur, honteux de son anglais, l'attend à Cinecittà, le Hollywood italien. When we first met, I didn't speak any Italian. He didn't speak any English. Sur le plateau, Sergio Leone donne ses instructions en italien, mais Clint le comprend avant que l'interprète ne traduise. Les deux hommes ont le cinéma dans le sang et fonctionnent à l'instinct. Pas besoin de mots, il suffit d'être et de faire. Et comme dit Clint dans une formule devenue sa marque de fabrique, « Moins, c'est mieux ». Sergio Leone, pétri de drame antique, dira à propos du rôle qu'incarne Clint Eastwood « J'avais plus besoin d'un masque que d'un acteur ». En fait, Eastwood a barré tous ses dialogues au départ du script de Leone. Il en garde vraiment le strict minimum, le minimum syndical. Et avec ça, ils arrivent à faire effectivement un western génial. Et Leone, en fait, filme le visage d'Eastwood un peu comme un paysage, une sorte de Rodin. Il y a quelque chose de magnifique et de mutique en lui, quasi une statue grecque, quoi. Et je pense que ça, Leone l'avait compris dès les années 60. Le réalisateur oblige Clint, non-fumeur militant, à mâcher d'éternels cigarillos, car ils aident au mystère. Et puis ils vous mettent d'humeur adéquate, acariâtre.
Clint dira plus tard que le cigarillo est le seul mauvais souvenir qu'il ait de ses tournages avec Leone. After a meal, there's nothing like a good cigar. À la fin du tournage, Clint reprend l'avion, puis son rôle dans la série Rawhide. Le film de Sergio Leone sort à l'automne. Il s'intitule « Pour une poignée de dollars », fait un tabac en Italie et à la plus grande surprise de Clint, partout dans le monde. I gotta tell you before you hire me, I don't work cheap. Clint Eastwood, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il impose au monde une nouvelle silhouette de pistolero nihiliste uniquement en 12 westerns à peu près, alors que par exemple John Wayne en a fait à peu près 80 pendant toute sa carrière. Et en fait, c'est très simple, c'est parce qu'en réalité, il a dû attendre très longtemps avant d'avoir un premier rôle, un rôle de premier plan. Et curieusement, ça ne va pas venir en fait des États-Unis, ça va venir de l'Italie, à travers Sergio Leone. L'acteur retourne avec Sergio Leone et revient à Rome, en triomphateur cette fois. Ensemble, ils inventent le cinéma mutique, dont la musique d'Ennio Morricone est le chef-d'œuvre. Le western spaghetti que met en place Leone avec Ennio Morricone et Clint Eastwood, c'est un western qui n'a plus rien à voir avec les westerns de John Ford. On est sur quelque chose de violent, on est sur quelque chose de dur. D'ailleurs, ce que disait Sergio Leone, c'était l'Ouest a été forgé par des hommes violents, loin des contes de fées cruels et puritains. Deux ans plus tard, après Le Bon, la Brute et le Truand, Clint Eastwood devient riche et se mue en star internationale. Finalement, nul n'est prophète en son pays. C'est en Europe que l'homme sans nom du western est né. L'impavide étranger du cinéma aura triomphé par l'étranger. Le costume d'ailleurs de Eastwood qu'il a lui-même forgé, on voit bien, c'est la barbe de 3 jours, c'est le cigarillo qu'il mâchonne, c'est les yeux plissés, c'est le verbe rare, et on se souviendra toujours effectivement dans Le Bon, la Brute et le Truand de cette fameuse réplique entre Tuco et le cow-boy sans nom, puisqu'en fait il n'a jamais de nom dans les films de Sergio Leone. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. You see, in this world, there's 2 kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Where? Après son triomphe dans le western spaghetti, l'acteur fait une pause. Ses films patinent pendant plusieurs années. Ce passage à vide le fait réfléchir. C'est ce qu'il expliquera plus tard dans une de ses biographies. Après 17 ans à me taper la tête contre les murs, à traîner sur les plateaux, à influencer parfois par mes propres idées certaines prises de vue, à voir les acteurs partir dans n'importe quelle direction sans être aidés, et à travailler aussi bien avec de bons réalisateurs qu'avec de mauvais, je suis arrivé au point où je me sens capable de réaliser mes propres films. Je me souviens de toutes les erreurs et de toutes les bonnes choses. J'en sais assez pour maîtriser mes propres projets et obtenir ce que je veux des acteurs. En 1971, il se met à la réalisation d'un thriller sombre. Le film s'appelle Un frisson dans la nuit. C'est l'histoire du DJ d'une radio locale harcelé par une admiratrice qui lui demande de passer toujours la même chanson, Misty de Ella Fitzgerald. Il finira par la rencontrer, passer la nuit avec elle, jusqu'à s'apercevoir qu'elle est folle. Elle essaye même de le tuer. Dès ce premier essai, Clint sait ce qu'il veut et l'impose. Il choisit la musique, le lieu de tournage et la vedette féminine, Jessica Walter. Il sait aussi faire plaisir aux producteurs et respecter son budget serré. Clint renonce à son salaire de metteur en scène et il termine avec 2 jours d'avance sans épuiser le budget prévu. Avec moins d'1 million de dollars, il boucle un film qui en rapportera plus de 10. Faire simple et pas cher restera sa marque de fabrique. Clint Eastwood, réalisateur, fait peu de prises, voire une seule. Il estime que cela donne plus d'authenticité au jeu. Il est allergique à une certaine forme de prétention. Alexandre De Vecchio, rédacteur en chef au Figaro. Il y a une simplicité jusque dans sa mise en scène et dans son scénario. C'est pas quelqu'un qui va chercher la sophistication de l'image, faire des effets de style. C'est simple, direct, précis, mais en même temps, ça parle à tout le monde. C'est aussi sa force, un langage assez universel et c'est pas dénué non plus de profondeur. Donc je crois que ce lien avec l'Amérique populaire, il est là-dessus, sur une espèce de simplicité, de manière de peindre les gens ordinaires avec une vraie acuité et qui fait que les gens se reconnaissent en lui.
Les comédiens avec qui il travaille tombent tous d'accord. Sa direction d'acteur est prompte, légère, presque muette. À propos du tournage de L'échange, l'étrange histoire vraie d'un petit garçon kidnappé puis rendu à sa mère alors qu'il n'est pas son vrai fils, John Malkovich raconte. Nous avions commencé le tournage à 9h30 du matin et il y avait 7 ou 8 pages, ce qui fait généralement des journées de 18 heures. Vers 14h30, Clint a lancé « On mange, c'est dans la boîte ». J'ai fait près de 100 films maintenant et c'est une phrase que je n'avais jamais entendue de toute ma vie. Toujours en 1971, un mois après la sortie de Un frisson dans la nuit, un film policier a un retentissement public inattendu. Dirty Harry, en français, l'inspecteur Harry. Le héros s'appelle Harry Callahan. Confronté à un criminel monstrueux, ce flic solitaire n'hésite pas à se salir les mains pour nettoyer la société à sa manière. Le producteur Jennings Lan propose le rôle à plusieurs acteurs. John Wayne, Robert Mitchum, Steve McQueen, Burt Lancaster, George Scott, tous refusent. Alors, faute d'acteurs pour le rôle titre, le producteur cède ses droits à ABC Télévision, qui les revend à la Warner Bros. La Warner pense à Sidney Pollack derrière la caméra et Frank Sinatra devant. Mais Sinatra se blesse à ce moment-là. C'est alors que Clint Eastwood est séduit par quelque chose de triste dans le personnage de l'inspecteur Harry. Ce quelque chose, c'est la mort de l'épouse. Ce qui donne au rôle une profondeur qui manquait jusque-là à Clint acteur. Il rachète les droits et le film cartonne dans une Amérique marquée par la guerre au Vietnam, le Watergate, par une lassitude populaire devant l'impunité d'une pègre protégée par la loi et la corruption des élites. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. L'inspecteur Harry lutte contre les injustices et l'impunité des criminels. C'est le héros dont les Américains ont besoin. Et Clint Eastwood devient la star la plus lucrative d'Hollywood. L'une des plus controversées également. À sa sortie en 1971, l'inspecteur Harry provoque une controverse monstre sur la violence policière et commence l'histoire d'amour vache de Clint avec la critique. On traite son personnage de fasciste. En marge des Oscars, certaines associations féministes promènent des pancartes avec un message sans ambiguïté. Dirty Harry est un cochon pourri. C'est un moment où l'insécurité explose, notamment à San Francisco, où se passe l'action de l'inspecteur Harry. Et c'est un personnage qui, en fait, en but, a une justice qui éprouve davantage peut-être de compassion pour les bourreaux que pour les victimes, ou en tout cas qui est davantage protectrice pour les bourreaux que les victimes. Et en fait, c'est un personnage de justicier qui rétablit une partie d'équilibre, si vous voulez. Mais je ne crois pas que ce soit un film facho, ni un film plaidoyer pour la justice individuelle. C'est plutôt un film qui montre justement toutes les failles de la justice, les failles administratives de la police, comment la politique finit par faire en sorte que la société soit moins bien protégée. Et je pense que ça fait écho à ce que beaucoup d'Américains ordinaires pensent à ce moment-là. En réalité, le film est prévu pour ne pas avoir de suite. À la fin, l'inspecteur jette son étoile. Mais le succès du premier engendre 4 autres films pour le plus grand bonheur des fans. Magnum Force en 1973, L'inspecteur ne renonce jamais en 1976, Le retour de l'inspecteur Harry en 1983 et La dernière cible en 1988. C'est un succès constant sur près de 20 ans. Pour toute une génération, Clint Eastwood devient l'inspecteur Harry. Ce qui est intéressant, c'est que l'inspecteur Harry, on a presque oublié qu'il n'en est pas le réalisateur. C'est un film de Don Siegel, mais auquel il participe, je crois, beaucoup. Il est peut-être producteur. De toute manière, il participe à l'élaboration du scénario. C'est lui qui choisit Don Siegel comme réalisateur. Et je dis que c'est sa naissance comme auteur parce qu'il va forger le personnage eastwoodien qu'on retrouvera dans tous ces films. Justement, le personnage un peu misanthrope, un peu réac, un peu bourru, ne s'embarrassant pas toujours avec la loi, encore moins avec les normes administratives, puisque en l'occurrence, il est flic et donc il ne supporte pas la bureaucratie, la paperasse. Donc l'homme d'action, un peu mal aimable au départ, et quand on gratte,
finalement qu'il y a des vraies valeurs morales et un sens de la justice, de la réelle justice. Justement, ce que montre l'inspecteur Harry, c'est que peut-être que à un moment donné, le droit dysfonctionne, mais il y a des valeurs de justice qui sont peut-être même au-dessus du droit. Donc là, il va composer un personnage qu'on va retrouver de film en film, même si ce sera dans des rôles très différents. 15 ans plus tard, Clint Eastwood réussit même une incursion en politique. Le 8 avril 1986, Clint Eastwood débarque au volant d'une coccinelle décapotable jaune pâle à l'hôtel de ville de Carmel, en Californie. Il vient d'apprendre qu'il est élu maire haut la main. Il a mené une campagne sérieuse et coûteuse, aidé de professionnels de la politique. Les conseils municipaux deviennent une attraction touristique. Ils sont retransmis sur écran géant sur un parking. Le mandat de maire de Clint Eastwood dure 2 ans. Il prend son rôle très au sérieux et met la pédale douce sur ses autres activités. Républicain de toujours, sous Nixon comme Reagan, d'ailleurs il soutiendra Trump en 2016, libertarien de conviction, il met la main à la poche pour éviter qu'un domaine fameux de la région, le Mission Ranch, ne soit loti. Il aime que les choses avancent, se bat contre les lourdeurs administratives et règle de nombreuses questions d'intérêt local en suspens. Clint va même serrer la main du pape Jean-Paul II en escale à Monterrey. C'est quelqu'un qui est allergique au politiquement correct. Je crois que c'est ce qu'on voit dans l'inspecteur Harry, c'est ce qu'on voit dans Grand Torino, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il soutient Donald Trump. D'ailleurs, il le dit au moment de Grand Torino, le script était jugé politiquement incorrect. Il parle de génération de lavettes, d'une société qui ne supporte plus dès qu'on parle un peu fort ou dès qu'on a un propos de travers. Donc, c'est pas très étonnant qu'il s'identifie à Donald Trump. À son départ de la mairie en avril 1988, tout le monde semble satisfait. Quelques journalistes, néanmoins, parlent de conflits d'intérêts et constatent qu'il a fait des aménagements lucratifs sur le Mission Ranch qu'il avait sauvé. C'est que l'homme est insatiable. D'argent, d'investissements en tout genre, de terres qu'il acquiert dès ses premiers cachets, de voitures qu'il récupère sur les tournages, de dollars en liquide et d'avantages en nature, de femmes encore et encore, depuis Maggie jusqu'à son divorce d'avec la journaliste américaine Dina Ruiz en 2014. Se penchant pour les femmes, il dira plus tard que c'est une accoutumance, comme pour la cigarette. Il est aussi avide d'affaires de toutes sortes, d'expériences tous azimuts. C'est le signe d'une formidable envie de vivre, d'une soif sociale et pécuniaire, d'un appétit dévorant. En Espagne, sur les tournages de la trilogie du dollar, devant les plats de pâtes, il fait jeu égal avec le pantagruélique Sergio Leone. Ce trait de caractère se transforme en fringale professionnelle et s'étend même à la chanson, avec son premier disque en 1959. Lorsqu'un interlocuteur lui reproche de tourner trop, il répond « Est-ce que tu te souviens de tous les films de Clark Gable ?» Sous-entendu, non, bien sûr. L'important est de faire le plus possible. C'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on gagne. Dès 1967, cette fringale lui fait créer sa propre boîte de production qui lui offre, appuyée sur de grands studios comme Universal ou la Warner, une autonomie certaine et beaucoup d'argent. La même année, il achète pour $1 million un terrain qui donne sur le Pacifique où il construit sa grande maison de Pebble Beach et ouvre son propre bar pour lui et ses amis. Il est insatiable, c'est vrai, mais pas sot. Un jour, en garant sa limousine à la Maison Blanche où il déjeunait avec le président Reagan, il murmure à l'oreille de sa compagne du moment « Regarde, Trésor, tout ça, ça pourrait être à nous. » Mais il connaît ses limites. Il n'a pas été plus loin que la mairie de Carmel. Merci d'avoir écouté ce premier volet des sagas du Figaro Histoire consacré à Clint Eastwood. Dans le second épisode, nous suivrons la construction de sa figure de star, ses premiers grands succès et ses grands déboires. Nous nous attarderons ensuite sur sa filmographie, pour nous arrêter sur son film La Mule, sorti en 2018, sorte de confession ultime. Et nous conclurons avec son dernier film, Juré numéro 2, qui prouve qu'à 94 ans, un cinéaste peut être encore un virtuose en pleine possession de ses talents. Cet épisode a été adapté pour l'audio par Salomé Boulet, d'après le texte de Sylvie Nougarou pour le Figaro hors-série. Avec les voix de Bertrand Guyard, Augustin Moriot et Louis Chabin, et la participation d'Olivier Delcroix et d'Alexandre Devecchio. Prise de son et réalisation, Louis Chabin. Production, Salomé Boulet et Lila Fadel. Coordination, Aude Cérès. Le Figaro hors-série Clint Eastwood, le dernier des géants, est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis.